Mesdames et messieurs, nous allons lever pour saluer l'entrée du ministre d'État en aménagement du territoire. Merci. Merci, nous devons prendre place respectifs. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle pour participer au colloque, au premier colloque des mandataires en mines et carrières, colloque sous le thème mandataires en mines et carrières à l'épreuve de la pratique. De 4 ans du nouveau code minier, faut-il le révisiter? Et on vient dans un contexte particulier de notre histoire politique, où, comme vous le savez, notre pays fait face à une agression injuste, sauvage, barbare, d'un pays voisin, le Rwanda, dont les troupes occupent illégalement, injustement, une partie de notre territoire. Et ils sèment mort, terreur, désolation, pillage. Et voilà pourquoi, répondant à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la mobilisation générale à propos, le corps des mandataires en mines et carrières de la République démocratique du Congo va y répondre patriotiquement en dénonçant cette agression injuste qui est malheureusement soutenue par une partie de la communauté internationale, parce que cette agression n'a pour objectif que le pillage systématique, sans foi ni règle, de nos ressources naturelles. Ce premier colloque des mandataires en mines, qui rassemble la crème des experts de la législation minière congolaise, a principalement pour objectif le renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des mandataires en mines et carrières de la RDC. Le renforcement de liens entre ces différents experts miniers congolais. La consolidation et les renforcements de l'interaction permanente entre le corps des mandataires en mines et carrières et l'administration des Dobo, qui est un grand avocat aussi, un grand mandataire en mines, va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier dans la maximisation des recettes minières. DG des entreprises, honorés et distingués mandataires en mines et carrières, distingués invités, les résumés, la substance, l'essence de notre intervention. Je vous remercie. Merci, cher Willy Kalingai, pour la parole. D'emblée, je remercie les organisateurs de ces assises, de mes colloques sur le mandataire en mines et carrières en République démocratique du Congo. J'apprécie énormément ces nouvelles élan, ce nouveau leadership et ce corps que nous appartenons. Parce qu'on est à la fois, on appartient au corps professionnel des avocats, mais également, je fais partie de ce corps mandataire en mines et carrières. C'est un corps dont je suis, ça fait plusieurs années. Un mandataire en mines et carrières est supposé avoir des compétences requises permettant de représenter, d'assister ou de conseiller les différents intervenants dans les champs miniers, ce qui suppose donc que ce soit dans la phase de la prospection, de la recherche, de l'exploitation, du traitement de dossiers, parce que lorsqu'on soumet, on fait une demande, il y a la partie instruction cadastrale, il y a la partie instruction technique, jusqu'à ce que la ministre des Mines, qui est l'autorité attitrée par les secteurs pour prendre des actes réglementaires dans le domaine, il y a des choses qui interviennent, il y a des phases qui interviennent avant que l'acte réglementaire, que l'arrêté du ministre, selon les cas, puisse intervenir. Les stockages, parce que dans le cas de la phase de la production, lorsqu'on produit,
Vous savez, dans notre pays, les produits miniers sont exportés en brut, parce qu'on ne dispose pas d'une chaîne appropriée pour faire la transformation de produits miniers localement. C'est d'ailleurs le champ de bataille, son excellence sur le chef de l'État, de pouvoir faire exister dans notre pays ce qu'on appelle la chaîne de production, la chaîne de valeur, et la zone économique spéciale qui a été visée, c'est celle qui est dans la province de Tanganyika. Et Mandataire en mine face à la prospection minière. Évidemment, Mandataire en mine n'est pas un géologue. L'activité minière, les mandataires en mine interviennent comme des intermédiaires. Mais l'activité minière, dans le sens, comme je décris, de la recherche, même au niveau de la production, il y a des corps de métiers, il y a des ingénieurs miniers. Pour la partie production, ça fait appel aux chimistes, ça fait appel aux métallurgistes, ça fait appel à des géologues. Ce qui n'a rien à voir avec les mandataires en mine. Il faut vraiment faire une distinction. Le mandataire intervient pour faciliter les interactions que les titulaires des droits miniers, que ce soit des recherches, qui ont des obligations. Vous savez, quand vous avez des droits miniers de recherche, vous devez produire ce qu'on appelle les parts, les plans d'atténuation et de réhabilitation. Tout ça, les mandataires en mine peuvent contacter des structures qui sont spécialisées dans les cas des entités environnementales. Vous avez les PEC, les plans des études environnementales et appropriées. Tout ça, c'est des mandataires en mine qui peuvent vous accompagner. Eux aussi, pour le renouvellement de vos titres, lorsque les titres doivent arriver à échéance, vous savez, il y a la problématique de la validité des droits miniers. Pour vous aider à maintenir en validité vos droits miniers, eh bien, c'est le travail de mandataires en mine qui sont là. Pour vous conseiller pour dire attention, votre titre minier expire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Attention, votre part n'a pas été validée, il faut aller auprès des communautés locales pour faire la vulgarisation de vos parts ou des autres études environnementales. Arsenal juridique. C'était donc un plaidoyer pour moi, régionner ces corps de mandataires en mine, qui n'est pas très compliqué. Il faut constituer un dossier qui passe par la direction des mines. Il y a toute une commission qui y siège. Si vous avez fait des publications dans les secteurs miniers, si vous avez un certain nombre d'années dans les corps, évidemment, il y a des paiements, des choses qu'il faut faire pour avoir accès à cette profession de mandataire en mine, qui est appelé à jouer réellement son rôle dans l'échiquier national. C'est avec ça que je vais remettre le micro à mon modérateur. Évidemment, on restera en bonne discussion s'il y a des questions. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci vraiment pour votre prestation. Le code de 2018 prévoit beaucoup de garanties en ce qui concerne les communautés locales et les dommages causés à l'environnement. Dans l'ancien code de 2002, lorsqu'on élaborait une étude environnementale, le ministre d'État a parlé des parts ici. Donc le part, c'est des plans d'animation environnementale. À l'époque, c'était la commission de la direction de l'environnement minier qui le faisait. Mais maintenant, il faut un certificat environnemental où dans cette commission, le ministère de l'Environnement siège aussi pour pouvoir faire tous les contrôles et se rassurer que les dommages causés à l'environnement seront respectés et que le cahier des charges qui est soumis sera respecté. Et si on n'a pas assez de recettes dans notre caisse qui provient directement des secteurs miniers, il y a peut-être plusieurs causes. Ce n'est pas seulement la fraude. La première faiblesse, c'est le système de collecte de notre taxe. Nous collectons mal nos taxes. Nous avons plusieurs services qui entrent dans la collecte des taxes. Et tous ces services doivent être rémunérés, non pas seulement les salaires. Rémunérés en termes de primes officielles comme des primes privées. La question en fait qu'il y a ici entre les codes de 2002 et les codes de 2018 autour de la clause de stabilité est que le code de 2002 parle de 10 ans. Même s'il y a eu une modification, mais les codes de 2000, là je résume, pour rester dans les 6 minutes, les codes de 2018 viennent avec 5 ans. Vous êtes des mandataires, vous avez des clients qui ont permis des recherches à une date, il faut attendre que
les travaux continuent, que ces permis soient transformés en permis d'exploitation. Et finalement, vous réalisez la première sortie de XY pour faire des recettes 19 ans après. Et l'écho de 2018 vient pour dire, les 10 ans qu'on vous avait accordés, non, aujourd'hui, moi, l'État, je mets 5 ans. Immédiatement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ça fait des ordres. Pour bâtonner Jean-Paul Vitenge, vous avez simplement le drapeau. Et voilà. Le professeur Givette est là. De monter. Maître Jean-Pierre Ndobo. Voilà. Nous avons donc 5 panélistes. Avec le poids du temps, du croissant. Nous étions à 6 minutes, nous sommes descendus à 5. Nous sommes des journalistes. Alors l'article 108 quinquis du Code minier, je l'avais dit auparavant, dit ceci: les activités de la sous-traitance déterminées à l'article 1.48 du présent Code sont exercées conformément à la loi 17001. Qui est l'activité minière est particulière. Elle est particulière pourquoi? Parce qu'elle est très capitalistique et elle est s'échelonne dans le temps. Sans passer par le permis de recherche, ça peut prendre 4 à 5 ans. Et ensuite, il faut construire l'usine qui peut prendre 4 à 5 ans. Et puis récupérer un peu l'argent qu'on a dépassé, ça peut prendre 7 ans. Et puis commencer avec la rentabiliser. Facilement, on arrive à 14 ans. D'accord? Eh bien, 10 ans à la limite, on peut dire, ok, ça va, ça peut passer. Mais quand on vous dit 5 ans, ça a été dit tout à l'heure, paf, on fait quoi? Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a d'autres pistes. Si vous ne voulez pas jouer encore à 5 ans, 10 ans, etc., peut-être il y a ce qu'on appelle des livrets stratégiques qui sont à la mode aujourd'hui, qui sont plutôt des ressources futures. Il faut plutôt réfléchir là-dessus, comment trouver des palliatifs, effectivement, pour suppléer à ces futurs manques de revenus. J'ai dit, je vous remercie. Les sujets sont vraiment importants. Je voudrais d'abord commencer mon propos par dire un mot important pour notre comité de mandataires en milieu de carrière, qui est composé des femmes et des hommes apparemment ordinaires, mais qui accomplissent des choses extraordinaires. Je le dis en connaissance des causes, parce qu'arrivé à ce jour, il faut dire que ces hommes et ces femmes sont extraordinaires. J'ai toujours dit et pensé que le développement économique de la RDC doit être d'abord fondé sur sa base nationale et ne plus dépendre des conditions extérieures, comme cela a été le cas ces 2 dernières années, du fait de l'embellie des cours des matières premières de notre export. Ce qui nous conduit toujours à tomber dans la facilité à penser qu'on peut faire des budgets extraordinaires sans savoir quelle est la suite des événements. À la date d'aujourd'hui, c'est vrai, la RDC est à 14 milliards. On a peut-être suivi l'embellie des cours des matières premières. Mais ces cours ne restent pas statiques. Un jour, ça devra chuter. Quel sera le sort de notre budget national? Permettez-moi de citer une dame, Madame Marie Guittal, économiste de la division technologie, changement climatique et ressources naturelles de la communauté économique de l'Afrique, qui dit, je cite, « L'économie politique actuelle de l'exploitation minière
a créé une dynamique déséquilibrée, où les minéraux constituent 98% des exportations de la RDC, mais ne contribuent qu'à 18% du PIB, des recettes publiques, et participent à 11% seulement à leur loi. Mesdames et messieurs, ce sont autant des raisons qui ont imposé en son temps la révision du code minier afin de bâtir une autonomie pour les entreprises qui investissent bien sûr pour l'État et qui doit aider à fonctionner dans un cadre adéquat, mais aussi et surtout pour les populations et le nombre de contribuables en faveur desquels nous devons assurer le bien-être. Les intervenants qui sont passés avant moi ont démontré que le souci de l'État en faisant la révision du Code minier de 2018 était de doter à l'État congolais du maximum de recettes. Mais faut-il chercher le maximum de recettes, bien sûr en révisant la loi de 2002, le Code minier de 2002, mais en cherchant par tous les moyens à décourager les investisseurs. Vous avez suivi, l'un des intervenants a dit qu'à l'époque, lorsqu'on a mis la loi de 2002 en place, on est passé de qui était moins de 100 entreprises à plus de 400. Mais une question demeure, est-ce que les investisseurs voient de la même vision le code révisé de 2018 qui aujourd'hui n'encourage pas, à ma connaissance, les investisseurs à venir investir dans notre pays. Si j'ai bonne mémoire, toutes les entreprises que nous avons aujourd'hui dans le domaine des mines sont ceux qui ont investi avant 2018, du moins le plus grand. Après cela, les autres hésitent de venir parce qu'il y a un problème sur l'amélioration du climat des affaires. C'est ainsi que le Code minier a introduit des notions de responsabilité sociétale qui veulent que des plans de développement locaux soient développés en faveur des populations impactées dans l'exploitation minière ou encore la constitution d'un fonds pour les générations futures. Cela a été dit. Mais cependant, la gestion doit permettre à la population de survivre après que les mines soient épuisées, ou encore de partager les profits excédentaires qui doivent se faire sur certaines conditions entre l'État et les investisseurs, ou encore le relèvement de la redevance minière avec dans certains cas, une redevance particulière des produits dits stratégiques. Je voudrais ici dire que la RDC se positionne en ligne droite pour franchir le cap de 2 millions de tonnes de cuivre lent et plus de 100 000 tonnes de cobalt lent pour un chiffre d'affaires estimé à 25 milliards de dollars, toutes les entreprises réunies. Mais pour ce faire, il y a des leviers à actionner. J'en ai 4, notamment le premier levier, c'est l'optimisation de nos exploitations pour restaurer l'image. Je n'irai pas en détail. Le deuxième, c'est la baisse du coût d'exploration. Le troisième, c'est l'implication des forces, l'implication forte des entreprises dans leur milieu social. Et le dernier levier sur lequel je vais m'appesantir, l'amélioration du climat des affaires. Certaines dispositions du Code minier sont malicieusement modifiées dans les lois de finances, ou encore celles qui ne sont pas tout simplement mises de côté, ne sont pas appliquées comme dans l'exploitation artisanale. Cependant, pour améliorer le climat des affaires, il y a des problèmes soulevés par les opérateurs miniers et des questions qui fâchent, nécessitant de trouver des solutions. Parmi ces questions, à savoir la perception. Ici, les questions que je vais soulever sont des questions qui montrent juste qu'il y a eu violation du code minier. La perception irrégulière des citoyens
et hors Sidonia lors de l'exportation des produits miniers marchands, notamment les taxes import-export, les taxes les concentrés, les taxes voiries, les frais aux GFREM, les frais SMCC, les droits de trafic des lignes maritimes congolaises. La perception irrégulière à l'importation des marchandises par les opérateurs miniers. Nous avons les frais OCC, les taxes FPI, les frais aux GFREM, etc. La perception irrégulière de la DGRA pour les comptes des services d'assiette et des ETD. Vous avez des taxes environnementales, parmi lesquelles il y a la taxe réclamée aux entités de traitement. Vous avez la taxe urbaine sur l'éclairage public, perçue à travers la facture SNEL. Vous avez les entreprises minières qui ne se reposent jamais. Il y a un procédé de contrôle désirable et environnement régulier vers cette entreprise. Ça ne cesse de pleuvoir comme une pluie torrentielle. Vous avez les triples taxations pour un seul acte générateur. Mais tout ce que je viens de citer est encore moins. Le pire, c'est qu'il y a même la multiplicité des plateformes. Vous avez le guichet unique des douanes selon les codes miniers, mais vous avez le guichet unique intégral du commerce extérieur, vous avez le guichet unique CSC, vous avez le guichet unique aux EFREM, vous avez le guichet unique CMC, mais toujours sur les dos des opérateurs miniers. Comment voulez-vous une chose de son contraire? Je suis en train de penser, certainement que maintenant, les cours de matières premières sont bonnes. Mais si demain les cours de matières premières chutent, et que ces investisseurs se sont réservés comme ils se réservent maintenant, quel sera alors le sort de notre budget national? Sera-t-il encore de 14 milliards de dollars? Ça, c'est la question que je me pose. C'est bien que notre gouvernement puisse percevoir davantage de revenus, mais il ne faudra pas que la vache qui produit du lait ne soit pas dans une situation où elle n'aura pas plus de lait même pour elle-même. C'est vrai que ceux qui m'ont précédé ont parlé des innovations. Les innovations du Code minier de 2018. Ici, je voudrais revenir sur quelques-uns qui touchent la maximisation des recettes. Je n'irai pas toucher tous les autres. La publication des déclarations de revenus, émanant bien sûr des activités minières, et les rapports et les rapports financiers des entreprises étatiques, soit une redevance minière qui est quelque chose d'exceptionnel à titre d'innovation. Nous sommes d'accord. On a cité 50% pour le gouvernement central, 25% pour les provinces, 15% pour les entités locales décentralisées et 10% pour les fonds miniers. Mais une question me vient à l'esprit. Au premier semestre 2022, il y a eu une récolte de 650 millions de dollars de redevances minières. Et la question que je me pose, est-ce que cette récolte a-t-elle profité à la population? Là, nous sommes au premier semestre. Vous avez entendu qu'il y a l'introduction dans le code de 2018 du concept super profit. Même si on n'est pas un homme d'affaires, vous acceptez d'investir dans un pays, on vous crée une histoire qu'on appelle super profit. De toutes les façons, je vais m'arrêter, mais laissez-moi terminer. Si vous allez au-delà de 25% de votre business plan, vous êtes obligé d'allouer une partie des 50% de ce que vous avez gagné de manière excédentaire au gouvernement. Je sais qu'ici dans la salle, il y a des opérateurs miniers ou des opérateurs économiques. Ce n'est pas chose facile. Ce sujet fait de longs débats aujourd'hui. Et la pire des choses, c'est que la plupart de nos régies financières, chacun interprète à sa manière. Je
Je suis heureux que dans la salle, nous avons des DG qui gèrent les entreprises minières. Ils savent combien ils sont embêtés. Chaque régie minière, chaque régie financière interprète cette disposition à sa manière. Sur base de quoi il faut calculer ces 50% excédentaires. Il n'y a que Dieu seul qui peut répondre à cette question. Mais néanmoins, parce qu'il m'est permis de parler de la maximisation des recettes, c'est vrai que la loi de 2018 apporte à l'État congolais autant de recettes. Le gouvernement aujourd'hui participe en tant qu'actionnaire dans les entreprises minières. Avec la loi de 2002, c'était 5%, et la loi de 2018, c'est devenu 10%. L'impôt sur les bénéfices, curieusement, la loi de 2002 et la loi de 2018 est restée stationnaire. On n'a pas bougé l'impôt sur les bénéfices. Mais les minéraux dits stratégiques sont passés de 3,5% à 10%. Les autres minéraux de 2% à 3,5%. Mais ce qui est curieux, comme innovation, on a vu du moins pour les autres, en tout cas rubriques, en 2002 ça passait d'autant à autant. Mais il y a un produit injecté qui lui n'a pas eu d'origine en 2002, c'est cette affaire des produits, donc des profits excédentaires, qui sortaient du néant. Au lieu de graviter même les échelons, aller par 10%, 20%, mais il tombe du coup à 50%. Je voudrais dire ici, certes, il s'agit de préciser qu'avec cette révision de 2018, l'État congolais a bénéficié de récentes, donc des recettes fiscales exceptionnelles, c'est vrai, générées par les cours extrêmement élevés, parce que maintenant ils sont élevés, on ne sait pas quel sera le sort quand elles vont baisser. Cependant, cela n'a pas changé durablement le quotidien du Congolais. Ou encore cela a été une parenthèse dans les difficultés au quotidien. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, elles réapparaissent au fur et à mesure que les cours des valeurs plus conformes, parce que nous avons toujours connu cette période longue. C'est pour cela qu'il est impérieux qu'il ait le maintien d'une croissance durable, même en période d'austérité, car souvent en cas de baisse des coûts des matières premières ou d'arrêt de certaines activités, ce sont des milliers qui se retrouvent au chômage et plus d'1 milliard de dollars qui manquent au budget de l'État. Je crains qu'on arrive à cela. Et je dis et je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci, merci maître Pierre. Nous allons appeler le bâtonnier. Non, le bâtonnier. Qui est mandataire en mine et carrière? La loi de règlement définissent. Je commencerai par la loi, à son article 25, qui définit qui est mandataire en mine. Le mandataire en mine peut être une personne physique, peut être une personne morale. Personne physique, personne morale, obligée d'obtenir un agrément auprès du ministre. Alors, pour la personne physique, il y a des conditions. Les conditions sont données à l'article 32, je ne sais pas, des règlements miniers. Il faut être résident au Congo. Là, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire, en tant qu'expatrié, si j'ai un domicile à l'étranger, j'ai une résidence au Congo, je peux être mandataire en mine. Jouir de la plénitude de ses droits civiques, pas de problème. Être d'une bonne moralité, pas de problème. Justifier d'une compétence ou bien des compétences ou des connaissances approfondies dans la législation minière.
ou dans la gestion du domaine de mines et carrières. Il y a quand même un petit souci par rapport à cette condition. Le souci est lié au fait que l'on doit avoir un organe qui jauge les connaissances. On ne sait pas qui apprécie les connaissances, les compétences. Donc, quel est l'organisme? Je ferai peut-être une petite comparaison au niveau de l'ordre des avocats. La justification ou bien le fait de jauger les connaissances revient au Conseil des ordres. Voilà. Donc, au niveau de la loi organique du barreau, la loi des 79, tout est clair. On sait que non, c'est le Conseil de l'ordre qui s'occupe de jauger, de vérifier les connaissances. Mais en ce qui concerne les mandataires en mine, les carrières, on ne sait pas qui apprécie. Merci, M. Bâtonnier. C'est la différence entre journalistes et juristes. Nous, les temps, nous les maximisons. C'est vrai que les juristes ont besoin de développer. Nous, on a besoin de synthétiser. Alors, nous avons terminé. J'ai gardé le plan de résistance à la fin, parce que de tout ça, il y aura un arbitrage quelque part qui va s'installer. Je voudrais donc demander au bâtonnier Matadinenga de venir, bâtonnier, juriste, professeur, député, homme âgé, sage. Alors vraiment, vous allez conclure par l'arbitrage en droit de l'État. Bien, merci beaucoup, M. Caribal. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'intervenir les deux derniers. Et je vous remercie pour cela. Organiser un colloque n'est pas chose facile. Il vous faut absolument des moyens matériels, de moyens intellectuels et de moyens d'organisation. Il me semble que tout cela s'est réuni autour de l'organisation de ce colloque. Et donc, je remercie, je félicite le comité d'organisation de ce colloque. Je voudrais également féliciter les orateurs qui sont intervenus ici tout à tout pour leurs interventions très savantes, même parfois courtes. Et courtes. Il faut donc les féliciter et nous pensons que le comité d'organisation demandera tous ces travaux. Et j'interviens sur les mandataires en mise en mine et en carrière. À l'épreuve de la pratique, car de l'arbitrage. Je dis, je suis heureux d'être le dernier, parce que tout au cours de ce colloque, nous avons constaté qu'il y a un problème, il y a des problèmes litigieux. Il y a des litiges. Les uns sont déjà en maturation, les autres sont en train de l'être. Alors, comment il faudra les résoudre? L'article 312 du Code minier par le recours administratif, du recours judiciaire ou du recours à l'arbitrage. Mais c'est important parce que les activités minières sont des activités non seulement qui génèrent des minéraux et autres,
mais aussi génère des conflits. Et vous avez vu qu'au cours de tout ce qu'on a ici, c'était un terrain litigieux. Et donc, ce sont des problèmes que nous devons pouvoir résoudre. Et l'État congolais, comme vous le savez, de par méthode, peut être parti à un procès, parti à un arbitrage. Vous le savez. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Mais je voulais simplement vous dire, nous devons donc changer la définition de l'arbitrage. De l'article 318. En mettant simplement conformément à la procédure de l'acte uniforme relatif aux lois de l'arbitrage. Un point clair. Je ne sais même pas quand cette histoire-là est passée, parce que moi j'étais aussi député à l'époque. Alors je voyais, c'est bon. Ah oui, co-responsabilité. Alors, nous sommes arrivés à la fin de toutes les allocutions. Chez vous et vous remercions très sincèrement de votre présence et disponibilité. J'ai dit, je vous remercie. Ainsi, nous avons terminé. Il nous reste deux choses à faire simplement. Les mandataires qui sont dans la salle peuvent monter sur l'estrade pour une photo de famille, une photo Papy chante pour moi, Lingala.